Tout nous opposait, Francis et moi-même. Il était expressif et extraverti, j'étais réservé et timide. Il avait grandi dans une famille qui encourageait l'esprit artistique, mon père méprisait ce milieu. Malgré cela, nous sommes tout de suite devenus amis. Il faut dire que, dans un monde dirigé par des sexagénaires et plus, voir deux jeunes cinéastes de 28 et 23 ans était assez rare. Mais Francis était un leader, le genre de personne que vous admirez. Sorti de l'école UCLA, il s'était fait remarquer par Roger Corman et la Warner Bros pour ses talents de scénariste. Il travailla ainsi sur plusieurs films récompensés aux Oscars. Mais très vite, il se lassa de travailler pour les autres et mit en scène l'adaptation de Big Boy en moins d'1 mois à 27 ans. C'était le premier réalisateur aussi jeune. Il ouvrit la voie à tout le monde, et il le savait. Je fais partie de ces noms que vous connaissez. Un mythe pour certains, un escroc pour d'autres. J'ai créé une saga cinématographique considérée comme la plus grande de l'histoire du 7e art, tant et si bien qu'aujourd'hui je n'existe qu'à travers elle, alors que pourtant j'ai accompli bien plus. Et le plus drôle, c'est qu'à la base, ça ne m'intéressait vraiment pas. Moi, je voulais piloter des voitures et rouler vite, très vite. Certains me voient comme un artiste de génie, une référence absolue du 7e art, alors que je me suis toujours considéré uniquement comme un artisan du cinéma. Je m'appelle George Lucas, et ceci est mon incroyable récit. La Warner Bros avait décidé de lui confier les rênes de la Vallée du Bonheur. Étant les deux plus jeunes du studio, nous étions forcément toujours ensemble. Il devenait le grand frère que j'avais toujours cherché et je devenais son petit protégé. Il avait même décidé de me promouvoir. De simple observateur, je devenais assistant administratif. Ma mission principale, outre prendre des photographies des décors pour rester raccord d'un jour à l'autre, était d'amener une bonne idée par jour, ce que je faisais avec plaisir. Nos chemins si différents nous permettaient de nous compléter. Lui, l'auteur issu des planches, et moi, le monteur passionné d'audiovisuel. J'admirais la force de caractère de Francis et sa capacité à se jeter dans l'action corps et âme, là où j'étais plus en retrait et prenais le temps de réfléchir. Il voyait également en moi du talent et souhaitait aider le lancement de ma carrière. Il avait vu et apprécié THX 1138 4EB et pensait qu'il y avait là matière à un long métrage. Cependant, je devais passer par une case que je refusais, l'écriture. Mais il me répétait que personne ne me prendrait au sérieux si je ne savais pas écrire. Sauf que j'ai toujours détesté ça. Je passais plus de temps dans mes dissertations au lycée à réfléchir à l'orthographe ou la grammaire qu'au fond de mon texte. Ce qui m'intéressait, c'était la forme, pas le fond. J'aimais le cinéma direct, le cinéma documentaire, les poèmes symphoniques, sans histoire, sans personnage. Mais Francis n'en débordait pas, et il allait m'avoir avec une ruse dont seul Francis avait le secret. Alors qu'il finissait de mettre en boîte La Vallée du Bonheur, il me parlait déjà d'un autre film qu'il avait écrit, Les gens de la pluie. Il voulait prendre la route, la caméra, et tourner. Sans script défini, juste quelques notes et une liberté totale. Il me voulait comme bras droit. C'était la force de Francis. Partir sur un coup de tête, là où moi j'avais besoin de planifier. Il réussit à intriguer les patrons de la Warner Bros et cessa de leur donner signe de vie juste après, les laissant penser qu'il partait vendre son film ailleurs. Le plan fonctionna. La Warner accepta de lui donner son budget de 750 000 $ sans aucune contrainte. Et dans ce contrat, il y avait une prime de 3 000 $ pour que je puisse écrire le film THX 1138. J'étais au pied du mur. J'avais un salaire pour travailler sur Les gens de la pluie le jour et un salaire pour écrire mon film la nuit. Il faut dire que la Warner se mouillait peu. Mon court-métrage, THX 1138 4EB, cartonnait dans les divers festivals du pays, raflant les prix et passionnant même les nouveaux patrons de studio, à l'image de Ned Tannen chez Universal. Il faisait tellement de bruit que le Times parlait de moi et que le Los Angeles Times disait que j'étais le jeune talent le plus prometteur à être sorti d'école de cinéma ces 5 dernières années. Sans m'en rendre compte, je devenais une légende dans toutes les écoles. Francis et moi étions présents au festival au Royce Hall où THX 1138 4EB était projeté. À la fin, un jeune homme de 21 ans vint se présenter à moi en coulisses pour me féliciter et me dire son admiration pour mon film. Un peu déconnecté, je n'y prêtais que peu d'attention à ce type qui avait lâché ses études de cinéma à Long Beach State et qui se prétendait autodidacte. J'esquissais un léger sourire, lui lançais un « Salut, ça va ?» et une main modérément chaleureuse en écoutant d'une oreille le nom de celui qui allait devenir mon partenaire, mon concurrent, mon inspiration et sans nul doute mon meilleur ami, un certain Steven Spielberg. En février 1968, je profitais de quelques jours de repos à New York avec Marcia avant de partir tourner Les gens de la pluie. Cela faisait plusieurs années que nous étions ensemble. Nos oppositions faisaient nos forces, on se complétait et surtout, nous avions la même passion, le montage. Passer ma vie avec elle me semblait parfaitement logique. Je profitais de ce voyage pour la demander en mariage. C'était donc fraîchement fiancé que je partais écumer le pays avec Francis pendant qu'elle travaillait pour d'autres films.
Le tournage n'était pas facile. Je me levais tous les matins à 4 heures pour plancher pendant 2 heures sur THX et je mettais ensuite ma casquette de 3e assistant réalisateur et homme à tout faire de Francis. Mais très vite, le besoin de tourner se faisait trop intense. Aussi, je récupérais une caméra, un enregistreur et je décidai de faire un documentaire sur Francis. Celui-ci apprécia et arriva même à obtenir une rallonge de budget de 12 000 $ pour terminer ce documentaire maintenant baptisé Filmmaker, A Diary by George Lucas qui servirait à la promotion du film. En fin d'année, le montage avançait bien. Je ne pouvais pas en dire autant pour THX. J'avais beau travailler dessus, confier le projet à un autre, retravailler dessus, je n'y arrivais pas. L'écriture était, est et sera toujours pour moi un réel processus pénible. Exception cependant pour les projets des autres. Quand John Milius, un ami des bancs de l'USC, me parla de son projet à mi-chemin entre Dr Folamour et le roman Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, les idées fusèrent tout de suite. Je voyais parfaitement comment réaliser ce projet psychédélique nommé Apocalypse Now. Mais ce n'était pas la priorité du moment. Pendant le montage des Gens de la Pluie, j'avais dû remplacer au pied levé Francis à une conférence à San Francisco. Conférence inintéressante jusqu'à ma rencontre avec John Corti, venu présenter son film qu'il avait entièrement produit seul. Pire encore, il avait créé un studio de cinéma chez lui. Francis devait rencontrer cet homme, et il fut aussi convaincu que moi. L'idée de créer notre propre studio, une réelle alternative au grand ponte vieillissant d'Hollywood, devenait vitale. Après de longs mois de recherche, nous finîmes par trouver l'endroit idéal à San Francisco. American Zoetrope était né. Francis était président et j'étais vice-président. Nous recrutâmes nos amis des bancs de l'USC et de l'UCLA, John Corti était également de la partie et quelques autres indépendants, sauf un. Depuis quelque temps, j'avais noué des liens d'amitié avec Steven Spielberg, le jeune étudiant autodidacte qui était venu me féliciter au Royce Hall. Suite à la projection de THX, il s'était mis en tête de réaliser un film de 25 minutes appelé Amblin. Son court-métrage avait très bien marché et lui avait offert un contrat chez Universal. Je suggérai donc son nom à Francis qui s'y opposa. Pour lui, Steven était un vendu de l'establishment. Il y avait cependant un problème au développement d'American Zoetrope, et pas des moindres, les finances. Mais Francis, comme d'habitude, n'était pas inquiet. Il comptait faire raquer la Warner Bros avec un projet révolutionnaire, THX 1138. Le script n'intéressa pas les têtes de studio, mais Francis avait un plan. La Warner allait être rachetée par Kinney National Service, une entreprise de parking et de services de nettoyage. Francis, comme à l'accoutumée, allait bluffer. Il allait dire au nouveau patron que THX était déjà en cours de production. De plus, un événement allait jouer en notre faveur. 2 jeunes talents avaient réalisé un film dans la même veine que Les Gens de la Pluie. Avec 350 000 $ de budget et une liberté totale, ils avaient parcouru les routes des États-Unis en moto. De ce road trip était né Easy Rider, l'un des plus gros succès de la décennie, propulsant instantanément Dennis Hopper et Jack Nicholson au rang de stars. Ce film, dans la lignée du phénomène français de la nouvelle vague, venait confirmer les dires de plus en plus pressants. Les studios d'Hollywood ne savaient plus faire de films. Il ne suffisait plus d'injecter des millions de dollars pour faire un succès. Il valait mieux confier un petit budget à de jeunes créatifs qui avaient de vraies idées. Ainsi, selon ses dires, Francis débarqua dans les nouveaux bureaux de la Warner Bros au guidon d'une moto, présenta 7 scripts dont la moitié n'était pas encore écrits en prétendant que c'était 7 succès garantis et réalisables pour moins d'1 million de dollars chacun. Parmi ces films, on retrouvait Apocalypse Now de John Milius que je devais réaliser et que Francis n'avait même pas lu. Il vanta même le fait que Marlon Brando était partant pour jouer dans l'un d'entre eux, ce qui était faux, et qu'un autre, en plus d'être déjà en production, était l'œuvre d'un génie en devenir, THX 1138. Ma réputation de jeune prodige jouait en ma faveur puisque John Colley, le nouveau directeur de la production, disait de moi que j'étais un génie potentiel du cinéma. Il accepta donc sans rechigner, investit 300 000 $ et déclara publiquement son soutien à Zoetrope. Cependant, alors que Francis s'emballait déjà à faire de notre hangar un véritable studio multifonctionnel, j'étais plus réservé. En effet, il ne s'agissait pas réellement d'une production de film mais d'un prêt. Si nos projets échouaient et le contrat avec Warner tombait à l'eau, elle était en droit de nous demander un remboursement intégral. Nous n'avions donc pas droit à l'erreur. Le tournage de THX 1138 commença en septembre 1969. L'histoire d'un héros qui vit dans une fourmilière et qui ose en sortir. Inspiré de ma vie, de celle de Francis, de celle de Zoetrope, tous sortis du système en quête d'une liberté accessible uniquement par l'audace en quittant un environnement sûr pour partir vers l'inconnu. Un concept qui me suivra une bonne partie de ma carrière dans mes projets. Mais mon réel but avec ce film, c'était qu'il ne ressemble à aucun autre film visuellement et artistiquement. Je voulais faire de THX un cinéma direct venu du futur. J'expérimentais donc énormément de choses en focale, en lumière, en mise en scène, pour me rapprocher d'un documentaire fiction, mon concept en quelque sorte. Et bien entendu, il était hors de question de montrer quoi que ce soit au studio avant que le film ne soit achevé. Il n'aurait pas compris et m'aurait viré sur le champ. Même si John Colley croyait en moi, il était méfiant sur mon projet d'anticipation. Aussi, il avait demandé à Francis de me coller un directeur de production, une manière de me contrôler.
Mais Francis était malin. Il avait engagé son assistant sur Big Boy dont la seule mission était de me faire respecter les délais. Je rendis la copie de mon film en temps et en heure sans dépassement de budget. J'étais particulièrement fier du résultat, notamment des acteurs que je trouvais excellents. Je n'ai jamais été doué avec les gens, c'est vrai, et je ne sais pas vraiment les mettre en scène. C'était encore plus flagrant dans THX 1138 car les dialogues étaient parfois volontairement abstraits et les émotions à jouer confuses. Mais ils firent le job, comme on dit. Je les avais laissés s'exprimer librement dans leur jeu, ce qui, pour l'époque, était assez rare. J'avais décidé de monter le film dans mon grenier au calme plutôt que dans le bruit ambiant de Zootroupe qui ouvrait ses portes officiellement en même temps. Francis, comme à son habitude, avait vu les choses en grand et avait invité toute la jet set de San Francisco pour une soirée sex, drugs and rock'n'roll au sens littéral du terme, ce qui inquiéta John Colley présent ce soir-là. Mais Francis s'en moquait. Il avait enfin son jardin d'Éden cinématographique. Mi-hippie, mi-colonie d'artistes. C'était le meilleur temps. Mais ça n'allait pas durer et j'allais en être en grande partie responsable. Marcia, Walter Murch, un ami de l'USC et moi-même, nous relayions nuit et jour pour monter THX 1138. Ce qui n'empêchait pas les contrariétés. Marcia ne voyait pas le film comme je le voyais. Elle disait aimer s'investir émotionnellement pour les personnages, mais les miens la laissaient de marbre. Elle n'avait pas compris ce que je voulais accomplir. Un poème symphonique et une collection d'images. En mai 1970, le studio exigea de voir mon film. Cela faisait 7 mois que le tournage était achevé et il n'avait aucune nouvelle. Alors, pour être sûr que mon plus fidèle défenseur serait de mon côté, je le montrai d'abord à Francis. Sa réaction me dérouta. Après un silence interminable à mes yeux, il me dit « Bon, soit c'est un chef-d'œuvre, soit c'est de la branlette. Mais c'est ton premier film, on avance en terre inconnue, ce serait fou de croire qu'on va taper dans le mille du premier coup. » Il présenta le film au grand ponte du studio le lendemain, et les réactions ne furent pas grandioses. Les patrons étaient déçus. Ils prétendaient que cela n'avait rien à voir avec le scénario que nous avions écrit et voulaient qu'on le modifie pour qu'il soit plus accessible au grand public. Et pour ce faire, ils me collèrent au basque Fred Weintraub, vice-président des services créatifs. Cet homme, comme beaucoup d'autres, ne comprenait rien à ma vision, ne comprenait rien au film. Tout ce qu'il voulait, c'était voir de l'action, vite. Il avait donc décidé de me convaincre de mettre les créatures simiesques au début du film et de raconter l'histoire comme un flashback. « Mais les monstres au début », qu'il répétait. Cette phrase restera gravée en moi toute ma vie. Je voulais m'en débarrasser, mais Francis refusa de m'aider. Je dus donc m'asseoir et travailler avec un homme qui avait le pouvoir de me dire quoi faire en rongeant mes sangs. Mais en réalité, je ne pouvais pas en vouloir à Francis. Son film Les gens de la pluie venait de sortir et même si les critiques étaient bonnes, le film était un échec commercial. Ça, plus la perte de patience envers Zootroupe et la déception de la première projection de THX, la confiance qu'avait la Warner Bros en lui chutait vertigineusement. Et pour combler le tout, Zootroupe manquait cruellement d'argent. C'était uniquement pour cette raison que Francis allait accepter une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Un jour, il débarqua dans ma salle de montage alors que je planchais encore sur THX pour me dire « Depuis plusieurs mois, la Paramount me propose un film de gangster italien, un navet à 3 millions de dollars tiré d'un best-seller de l'année dernière. Tu crois que je devrais accepter ?» Avec l'éducation reçue par mon père, la réponse était évidente. Je ne pensais pas qu'il avait le choix. Nous avions des dettes, il devait trouver un job. Francis accepta l'offre contre une avance sur salaire de 75 000 $ et 6% des bénéfices, ce qui n'était pas grand-chose, surtout si le film ne fonctionnait pas comme il semblait le croire. Mais il avait trouvé un travail et allait maintenant pouvoir plancher sur ce nouveau projet au même titre que le livre dont il était inspiré, Le Parrain. Jeudi 19 novembre 1970. Zootroupe se souviendra de cette date comme le jeudi noir. C'est ce jour-là que Francis présenta au ponte de la Warner le montage final de THX 1138, ainsi que les 6 autres scripts écrits et achetés par le studio. Ce fut une catastrophe sans nom. Les patrons détestèrent THX 1138, le qualifiant de ratage total, mais également les 6 scripts présentés, dont Conversation secrète et Apocalypse Now. Ils exigèrent également de récupérer leurs 300 000 $ et allaient conserver THX 1138 dans tous les sens du terme. Ils le sortiraient quand même au cinéma mais conserveraient les bobines pour les confier à un autre monteur qui enlèvera 4 minutes. 4 minutes sur 1h30, c'est peu. 4 minutes, ça ne veut rien dire. Mais c'était juste pour exercer leur pouvoir. Juste pour envoyer un message. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de mon film, alors ils allaient en profiter. Mais THX 1138, c'était mon bébé. Et si 4 minutes ne représentaient rien pour eux, pour moi, ils avaient coupé les doigts de mon bébé. Nous étions virés. Ni plus ni moins. Francis était en état de choc. Moi, j'étais furieux. Le dollar valait plus que l'individu à leurs yeux. Je ne pardonnerai jamais cette mentalité, et plus jamais je ne ferai confiance à un studio. Ce jeudi noir fut la goutte d'eau qui poussa la plupart de nos collaborateurs à quitter le navire. J'avais moi-même besoin de prendre mes distances avec Francis. De trop lourdes tensions avaient fini par exploser, notamment sur la gestion des finances. J'étais peut-être trop économe, Francis était peut-être trop dépensier. En 1971, je créai donc ma première société, Lucasfilm Ltd.
dont les seuls employés étaient Marcia et moi-même. En mars de la même année, Warner tint sa promesse et sortit THX 1138 au cinéma. Le film trouva un peu son public. Certaines critiques furent dithyrambiques, le qualifiant d'œuvre visuellement exceptionnelle. Malgré cela, le film déroutait et fut un échec cuisant. J'encaissais les critiques et les rangeais dans le même camp que ses patrons de studio. Mes amis et Marcia m'ont toujours soutenu. Jamais Marcia ne me dit « Je t'avais prévenu ». Mais parfois, en discutant, elle me rappelait qu'un film doit toucher les spectateurs. Cette remarque avait le don de m'énerver. N'importe qui peut faire un film qui émeut les gens. Il suffit de prendre un chaton et de lui tordre le cou. Mais Marcia ne débordait pas sur ce point. Très bien, tu veux jouer à ça ? Je vais te prouver que j'ai raison. Je vais te montrer à quel point c'est facile. Moi aussi je vais faire un film qui touche les spectateurs. Tu vas voir. Et c'est sur ce pari qu'allait naître mon premier succès.